Quelque part, la bourgeoisie, c'est une classe dont les sources de légitimité sont en permanence attaquées. Donc à chaque fois, elle est obligée de reconstruire un nouveau récit. C'était qu'elle était entrepreneuse, qu'elle avait fait la révolution industrielle. Maintenant, son récit, ça va être la méritocratie. Et je dirais maintenant, sa seule justification, c'est presque, c'est comme ça et pas autrement. Et puis de toute façon, il n'existe pas d'autre système. Donc désolé, mais c'est la vie. C'est une classe qui ment. Et elle a besoin de faire croire que les logiques qui la font régner appartiennent au passé pour qu'on puisse pas la critiquer, pour qu'on puisse s'en prendre à nous-mêmes et pas au système. Ça, elle a toujours procédé comme ça. Salut tout le monde, je m'appelle Vince, on est ici sur Limite et si vous êtes là, ici en train de nous regarder, peut-être que l'algorithme vous a apporté par hasard et tant mieux parce qu'on va rentrer dans un tunnel de savoir, on va découvrir des choses puisque sur cette chaîne, notre but c'est d'essayer de mieux vous faire comprendre le monde, comment est-ce qu'il tourne, d'un point de vue des ressources qui sont limitées, d'un point de vue de la planète Terre elle-même qui a ses limites et d'un point de vue humain, où l'humain aussi a forcément aussi ses limites. Donc, bienvenue à vous, abonnez-vous, likez, commentez. Et si vous savez que vous êtes là pour nous regarder, diminuer la résolution de votre vidéo, si vous nous regardez sur YouTube, passez de 1080 éventuellement à 480. Et merci à ceux qui nous écoutent sur Spotify ou toutes les plateformes de streaming. J'espère que vous êtes prêts. Nous avons ici aujourd'hui avec nous Nicolas Framont. Comment tu vas? Ça va très bien. Merci de m'avoir invité. Avec le plus grand des plaisirs, Nicolas, pour les personnes qui n'ont jamais vu ta bouille. Je doute quand même parce qu'on le retrouve pas mal sur les réseaux. Est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît? Me dire qu'est-ce que tu fais dans la vie? Eh oui, donc je m'appelle Nicolas Framont, je suis sociologue du travail de profession, mais je suis rédacteur en chef d'un média indépendant qui s'appelle Frustration Magazine, qui est un média dont le sujet principal, ça a été la lutte des classes, et puis qui cherche à documenter de la façon la plus accessible possible toutes ces formes d'oppression et de domination. Est-ce que tu es frustré? Oui, évidemment. Alors après, on peut se demander par quoi, mais en fait, quand on vit sous le capitalisme, on ressent nécessairement une frustration, parce que le capitalisme, c'est un système qui nous empêche, c'est un système qui nous contraint, c'est un système qui nous empêche d'exprimer nos potentialités humaines. Nos potentialités humaines, c'est par exemple de pouvoir créer des choses, de pouvoir vivre librement, de pouvoir vivre des amitiés, de pouvoir communiquer avec les autres. Tout ça, on est perpétuellement empêché par un système qui a mis comme valeur première l'accumulation d'argent, et pas pour nous tous, hein, l'accumulation d'argent pour une minorité. Donc forcément, c'est une situation très frustrante, puisque tout ce qu'on aimerait faire pour améliorer le monde et s'améliorer soi-même, généralement, est empêché. Alors certains ont plus de liberté que d'autres, donc dans le système capitaliste, certains sont moins frustrés que d'autres. Certains ont tellement de possibilités qu'ils savent pas quoi en faire, en fait. Et puis, en fait, il y en a qui sont vraiment, eux, très contraints dans leur vie, et tous leurs rêves, tout ce qu'ils aimeraient faire, la façon dont ils aimeraient se comporter avec les autres, elle est empêchée. Les amis, il va falloir commenter tout au long de cette vidéo pour apporter aussi votre pierre à l'édifice de ces discussions parce que ce qui va être raconté va être très fort. On va parler des milliardaires, on va parler de la classe bourgeoise, on va parler, nous, où est-ce qu'on se situe, où est-ce qu'on voudrait se situer, où est-ce qu'on aspire à se situer et où est-ce que l'avenir nous amène de façon irrémédiable. Donc moi, pour te faire un petit topo d'entrée, je voudrais avoir ton avis, ton point de vue, là, comme ça, sur dans quelle période on est rentré, qu'est-ce qui est en train de se passer. J'ai l'intime conviction, quand je lis, que j'écoute, que j'observe, que depuis ces 10 dernières années, la France, la Belgique, l'Europe, et j'ai même envie de dire le monde entier, a opéré un changement et qu'on est, ça peut faire peur, tout droit en train de se diriger vers du fascisme. Est-ce que c'est une lubie que j'ai dans ma tête ou est-ce que il y a des signes avant-coureurs qui nous amènent à le croire en fait? En fait, pour moi, il y a deux mouvements consécutifs et qui se nourrissent l'un à l'autre. Effectivement, il y a une pente vers le fascisme. Nous, à Frustration, on défend l'idée qu'en France, par exemple, il y a déjà des éléments de fascisme dans la société, dans la politique, depuis un bon bout de temps. Et là, ça s'est vraiment accéléré très fortement depuis cet été, depuis ces élections législatives anticipées qui ont été piétinées par Emmanuel Macron et qui a mis en place un gouvernement soutenu par l'extrême droite pour la première fois de notre histoire depuis le régime de Vichy. Donc, à ce titre, sur le plan politique, c'est indéniable qu'on est dans une situation où l'extrême droite a le pouvoir. En réalité, c'est elle qui tient ce gouvernement. Aussi, en France, on vit dans une situation où on a un régime autoritaire qui piétine régulièrement les choix démocratiques des électrices et des électeurs, qui réduit le droit de manifester et la liberté d'expression. Donc là, sur le plan politique, on vit vraiment cette période-là. Et il n'y a pas qu'en France, il y a aussi dans le reste du monde. Pour autant, pour mettre une touche plus positive dans tout ça, le fascisme, historiquement, c'est toujours une réaction des classes dominantes face au mouvement de révolte de la société à son égard. Et il se trouve que depuis 10-20 ans, en France comme ailleurs dans le monde, il y a des mouvements de révolte extrêmement régulièrement. C'est-à-dire en France, il y a quasiment un gros mouvement social tous les ans
qui certes n'arrive pas forcément à faire basculer la situation, mais qui parfois met vraiment la classe bourgeoise en danger. En 2018, ce mouvement des Gilets jaunes a vraiment mis la classe bourgeoise en danger. Elle a paniqué et elle a dû lâcher d'ailleurs quelques concessions. Et c'est pareil dans la plupart des autres pays du monde. On a des grèves massives aux États-Unis, en Allemagne, on a des grèves massives insurrectionnelles au Bangladesh avec un gouvernement dont la première ministre est obligée de fuir son propre palais. Donc il y a quand même ce mouvement de fond de révolte, et puis ce mouvement de fond aussi de conquête de nouveaux droits. C'est-à-dire qu'on est quand même dans des sociétés qui cherchent à être, alors le terme c'est plus inclusif, mais qui globalement acceptent de plus en plus la différence. Et face à ça, c'est une mise en danger de ceux qui ont le pouvoir, c'est-à-dire le pouvoir colonial, le pouvoir économique, le pouvoir patriarcal. Ces pouvoirs-là, ils sont mis en danger. Et donc, ce que les féministes ont théorisé, par exemple, c'est qu'il y a forcément un mouvement de retour de bâton. C'est-à-dire que face aux conquêtes arrachées par les minorités ou par les personnes qui ne sont pas celles qui détiennent le pouvoir, c'est-à-dire en réalité la majorité, eh bien, cette minorité-là, elle se radicalise. Elle se radicalise, et le fascisme, c'est d'abord une classe dominante qui tente de se protéger contre les classes populaires. En temps normal, la classe dominante, elle n'a pas forcément besoin du fascisme, mais quand la société se radicalise contre elle, elle-même se radicalise contre la société. Et c'est ça le mouvement fasciste, à mon avis, à l'heure actuelle. Moi, tu vois, je note quand tu parles de colonial, tu vois. Moi, j'ai beau essayer d'expliquer de temps en temps dans certains partis politiques en Belgique, chez certains élus, même dans des universités, dans des écoles, l'aspect colonial fait encore peur, ça fait frémir. Je suis sûr que ça dérange pas mal de nos auditeurs, abonnés ou de gens qui nous regardent en se disant mais non, c'est derrière nous. Oui. Ce système-là est passé. Et c'est comme si, et on va parler du mensonge parce que j'ai l'impression qu'on est dans une société de mensonges aujourd'hui, que le fait de dire, écoutez, attention, la colonialité, l'aspect de coloniser encore existe, et surtout, le système continue en quelque sorte avec l'extraction des ressources, leur transformation ailleurs, et une capture d'élite dans certains pays africains, etc. Mais c'est pas forcément vers ça que je veux t'envoyer, c'est plus vers le fait que aujourd'hui, les classes dominantes mentent en nous disant « ouais, mais c'est fini, il n'y a plus de colonialisme, c'est derrière nous ». Aujourd'hui, on est rentré dans une nouvelle ère, alors que pourtant, dans les faits, quand on voit le système économique mondial, on baigne encore dedans. Comment t'expliques ce mensonge? En fait, la bourgeoisie, c'est une classe qui intrinsèquement ment sur elle-même en permanence. Pour ça, il y a une raison très simple. C'est la façon dont elle se légitime. L'aristocratie, par exemple, quand elle régnait sur l'Europe, elle avait un mode de légitimation qui était injuste mais transparent. C'est-à-dire, l'aristocratie, elle règne parce qu'elle est descendante de ceux qui régnaient. Donc voilà, elle a un droit divin et puis elle a un droit héréditaire. Ça, quelque part, c'était dit. Et en fait, la bourgeoisie, elle ment, parce que la bourgeoisie, elle règne par la possession de capital et par l'exploitation et le vol du travail des autres, et par la manipulation médiatique, par la prise de possession des institutions politiques, etc. Mais elle ne l'assume pas. Elle dit qu'elle règne parce qu'elle a beaucoup travaillé, qu'elle a travaillé dur, qu'elle a du mérite, qu'elle a de la compétence. Oui, méritocratie, tout ça. Qu'elle gagne les élections, exactement. Donc en fait, le règne de la bourgeoisie repose sur une série de mensonges que régulièrement, et je crois de plus en plus, on comprend de plus en plus quels sont ces mensonges, comment ils fonctionnent. Effectivement, tu parlais de la méritocratie. Il suffit de regarder la composition sociale des grandes écoles ou des universités prestigieuses qui sont composées uniquement d'enfants de catégories aisées pour comprendre que, oui, il y a une reproduction sociale à travers le temps et que même si l'hérédité du pouvoir, elle n'est pas de droit divin, en fait, elle est de fait. Mais ce que je veux dire, c'est la bourgeoisie ment en permanence sur elle-même et la bourgeoisie tente en permanence de s'invisibiliser elle-même. Donc, elle invisibilise son pouvoir et elle invisibilise même son existence. Donc, tu vois, par exemple, ce que tu dis sur le colonialisme, c'est vrai aussi de la lutte des classes. En fait, la bourgeoisie, elle dit « Ah non, mais ça, c'était avant. C'était au 19e siècle. » C'est ce qu'on lit dans les livres d'histoire, que c'était passé. Ça appartient aux livres d'histoire, et puis maintenant, on n'est plus dans cette société-là, on est dans une société où il y a des positions sociales certes différentes, il n'y a plus de lutte des classes, il y a des inégalités sociales. Alors, le terme d'inégalité, il est là pour montrer que la situation n'est pas figée. Avec l'idée que c'est possible pour tout le monde. C'est possible pour tout le monde. Voilà, il se trouve qu'il y a des riches et des pauvres, mais globalement, on peut bouger d'une classe à l'autre, et puis c'est pas figé, et puis c'est un peu un accident, il y a des inégalités, mais c'est la faute à pas de chance. Alors que la lutte des classes, c'est vraiment, non, il y a des classes qui règnent et qui affrontent les classes qui subissent leur règne.
Donc, elles masquent cette domination-là parce que c'est un des ressorts de leur règne, c'est toujours de s'invisibiliser, de faire croire qu'elles ont une légitimité supérieure, de faire croire qu'elles sont là pour des raisons démocratiques, pour des raisons de travail, pour des raisons de performance économique. Et pour moi, le colonialisme, c'est exactement pareil. C'est-à-dire, c'est de dire, OK, ça c'était avant, donc effectivement, c'était un peu dark avant, c'était cruel, c'était illégitime, mais de nos jours, c'est plus ça. Maintenant, c'est terminé, il y a eu la décolonisation, donc on peut plus nous accuser de ça. En fait, ce qui est fou, c'est quand tu vois les grandes fortunes en France, elles sont héritières du colonialisme. Quelqu'un comme Vincent Bolloré, qui maintenant règne sur les médias, c'est quelqu'un qui a fait sa fortune en Afrique, qui possédait toute une partie des ports africains, par exemple, hein, que depuis il a revendu à une autre société, hein, histoire d'invisibiliser un peu le larcin. Le patron de BFM TV, celui qui a repris BFM TV, Rodolphe Saadé, c'est la société CMA-CGM, c'est un transporteur maritime mondial qui organise tout le commerce mondial et qui prend du tarif au passage, etc. Donc lui aussi, c'est quelqu'un qui bénéficie en fait de logique coloniale, puisque la mondialisation capitaliste c'est une logique coloniale, hein. Exploiter les gens au sud pour créer de la richesse pour les actionnaires du Nord, ça reste une logique coloniale. Même sur le plan de la politique extérieure, la France a encore des soldats dans énormément de pays d'Afrique, sous couvert de missions de protection, etc. Souvent, ces missions de protection se confondent avec la protection d'intérêts économiques, comme l'extraction d'uranium, par exemple. Bon, en fait, tout ça, ça existe encore, c'est juste que c'est masqué, parce que quelque part, la bourgeoisie, c'est une classe qui se fait en permanence, dont les sources de légitimité sont en permanence attaquées. Donc à chaque fois, elle est obligée de reconstruire un nouveau récit. Donc tantôt son récit c'était qu'elle était entrepreneuse, qu'elle avait fait la révolution industrielle. Maintenant son récit ça va être la méritocratie. Et je dirais maintenant sa seule justification c'est comme ça et pas autrement. Puis de toute façon il n'existe pas d'autre système donc désolé mais c'est la vie. Donc voilà c'est une classe qui ment. Elle a besoin de faire croire que les logiques qui la font régner appartiennent au passé, pour qu'on puisse pas la critiquer, pour qu'on puisse s'en prendre à nous-mêmes et pas au système. Ça elle a toujours procédé comme ça. Qu'est-ce qui nous démontre que qu'ils se mentent, c'est-à-dire est-ce que la science, la recherche, les données parviennent vraiment à montrer le contraire de ce qu'ils sont en train de raconter, ou est-ce que c'est une forme de lutte contre leur pouvoir qu'on essaye de mettre en place, une sorte que nous aussi de notre côté, nous, parce que je suis dedans, j'essaie toujours de garder une forme de distance, on se crée un narratif, on se crée une histoire. Moi, tu sais, je me pose souvent cette question. Hein. C'est très important surtout quand ça occupe toute une partie de ton temps, que tu es dans un combat, de temps en temps, prendre du recul et te dire, est-ce que je délire pas? Est-ce qu'il n'y a pas des biais et tout? Est-ce qu'il n'y a pas des biais? Qu'est-ce que je cherche à régler en faisant ça, etc. Vraiment, faut le faire. Moi, je le fais régulièrement. Ce que je constate quand même, c'est que la réalité, par exemple, de la lutte des classes, c'est-à-dire du vol d'une partie de nos richesses, enfin, d'une grande partie de nos richesses et de la monopolisation par une classe supérieure, elle est là, c'est des chiffres. Je veux dire, c'est une réalité scientifique. Quand on dit que la fortune des 500 familles les plus riches de France a été multipliée par 3 en 10 ans, c'est même pas moi qui le dis, c'est Challenge, qui est un journal capitaliste, qui appartient d'ailleurs à une famille de millionnaires et qui est vraiment le bulletin officiel de la bourgeoisie. Donc je veux dire, eux-mêmes le disent. C'est pas nous qui allons inventer des données. Moi d'ailleurs, j'invente aucune donnée. Dans Frustration Magazine, moi je prends des données dans la presse mainstream. C'est juste que nous, on les présente d'une certaine manière. On les présente d'une certaine manière en montrant que c'est injuste. Mais les données, elles sont là. L'enrichissement exponentiel des grandes fortunes en France comme en Belgique, c'est réel. Et comme la lutte des classes, c'est facile à mesurer. Hein. Tu regardes qui s'enrichit, qui stagne et qui s'appauvrit. Et tu vois quelle est la lutte des classes. Et en France comme en Belgique, les classes populaires s'appauvrissent, les classes moyennes stagnent et les classes supérieures, elles s'enrichissent de façon exponentielle. Donc tu vois bien quel est le vol, tu vois bien quelles sont les dynamiques. Donc si tu veux, oui, non, pour moi c'est une réalité scientifique ce que je décris là. C'est une réalité scientifique et ça, d'ailleurs, depuis toutes les analyses du mouvement ouvrier, ont voulu se baser sur cette réalité scientifique en disant, nous, tu vois, historiquement, ils disaient, nous, on est des matérialistes. C'est-à-dire que nous, on regarde vraiment ce qui se passe dans les faits, on regarde ce qui se passe au niveau de la matière, et puis à côté de ça, il y a les idéalistes, c'est-à-dire pour le coup, la bourgeoisie qui, elle, est tout le temps dans le récit, est tout le temps dans le mythe. Et en fait, quand tu écoutes des idéologues de la bourgeoisie, et ils sont, je veux dire, ils sont à la télé tout le temps, en fait, ils sont très loin des faits la plupart du temps. Voire même, ils disent des choses complètement fausses. En ce moment, par exemple, ils adorent dire que en France, les riches sont accablés d'impôts. Mais c'est entièrement faux. Je veux dire, il suffit de pas avoir hiberné ces 10 dernières années. On voit très bien qu'il y a eu énormément de baisses d'impôts pour les plus riches. Il y a énormément d'études qui montrent que vraiment, les 1% les plus riches, en proportion de leurs revenus, ils payent beaucoup moins d'impôts que les autres.
je veux dire, voilà, il y a quand même maintenant des économistes sérieux qui, même eux, alors que c'est plutôt des gens modérés par leur parcours scolaire et social, maintenant tapent du poing sur la table en disant c'est quand même n'importe quoi et tout ce que vous dites est faux, quoi. Alors, t'es pas un psychologue, mais j'ai l'impression qu'il y a un système de croyance. Est-il conscient ou inconscient? Ah, de la part des bourgeois? Ouais. Alors, c'est très intéressant cette question. Moi, je me la suis posée. Pendant 2 ans, moi, j'ai travaillé à l'Assemblée nationale il y a 6 ans. J'étais collaborateur de groupe parlementaire, donc je conseillais un groupe politique je conseillais la France Insoumise sur l'analyse des projets de loi et l'élaboration des propositions de loi et la rédaction des amendements. Et ce qui était passionnant dans cette expérience, c'était passionnant sur le plan sociologique parce qu'à l'époque, c'était la majorité macroniste. Et donc, c'était tous ces nouveaux députés macronistes qui étaient tous des anciens patrons, des anciens DRH, des avocats, etc. Donc, j'ai pu voir pour la première fois, moi, la bourgeoisie en vrai, en chair et en os. Parce que moi, je vis pas dans un endroit où il y a beaucoup de bourgeois, finalement. Je vis dans une petite ville, bon. Et en fait, du coup, je les ai vus, puis j'assistais à des réunions pendant des heures où je les voyais évoluer, penser. Et ce qui était étonnant, par exemple, moi, c'était la question que je me posais toujours, c'est est-ce qu'ils croient eux-mêmes à ce qu'ils nous racontent? Parce qu'en fait, toutes les lois macronistes ont reposé sur des mensonges, des fausses équations économiques. Tu vois, une fausse équation économique, par exemple, c'est de dire on va baisser les impôts des plus riches, comme ça, ils investiront plus et ça créera plus d'emplois. Ça ne marche jamais. Ça fait 30 ans qu'ils font ça et que ça ne marche pas. Le seul résultat, c'est que les riches s'enrichissent. Et donc moi, je me disais, au bout d'un moment, comment ils justifient ça? Et en fait, ce qui est étonnant, c'est que je crois quand même que quand tu es dans une position de pouvoir, mais tu sais, c'est valable aussi d'ailleurs sur les positions de pouvoir patriarcales et raciales, hein. Quand tu es blanc, tu vas avoir tendance à adhérer à des récits qui minimisent ton pouvoir et tes privilèges. Je veux dire, maintenant, ça commence à t'analyser. Quand tu es un homme, tu vas avoir tendance à... Je veux dire, tu as une inclinaison vers des récits qui vont plutôt tendance à minimiser le patriarcat et son impact. Je veux dire, ça, c'est normal, hein. On cherche tous des choses plutôt qui nous confortent que des choses qui nous dérangent. Opinions, bien sûr. Voilà. Donc, la bourgeoisie, c'est ça. Elle a des récits qui la confortent. Et donc, la bourgeoisie. Et en plus de ça, alors elle, c'est encore pire parce qu'elle a vraiment une éducation qui pousse à ça en permanence. Il y a un couple de sociologues qui, moi, m'a beaucoup aidé et qui m'a beaucoup appris. C'est des sociologues Monique et Michel Pinson-Charlot. C'est des sociologues de la bourgeoisie. Leurs bouquins sont très accessibles. Donc vraiment, si on veut connaître un peu le fonctionnement de l'intérieur de la bourgeoisie, il faut les lire eux, parce que eux, ils sont allés dans des châteaux, dans des hôtels particuliers. Ils ont rencontré des bourgeois. Ils ont fait ça pendant des décennies. Et en fait, ils disent que tout dans l'univers de la bourgeoisie leur rappelle leur importance. Tu sais, quand tu vas dans les quartiers bourgeois à Paris, c'est des grands immeubles, c'est des grands halls d'entrée, tout te renvoie à ta propre grandeur, tu vois. Puis t'as des gens qui te servent, donc en fait, c'est des gens, ils sont en permanence biberonnés au sentiment de leur propre importance. Donc ils ne peuvent pas entendre qu'en fait c'est une classe nuisible, toxique, parasite, qui devrait payer plus d'impôts, à commencer par ça, parce qu'en fait ils apprennent le sentiment de leur propre importance. C'est valable aussi dans leur éducation. La grande bourgeoisie française notamment, elle fait vraiment une série de grandes écoles, et ce qui est fou, c'est que c'est vraiment des écoles où on leur apprend l'arrogance de classe. On leur apprend l'arrogance de classe et le mépris de classe. C'est-à-dire qu'on leur apprend à se considérer comme supérieur au reste du monde, et on leur donne une sorte de mission. Il y a vraiment, ils ont cette idée que, en tant que classe bourgeoise, ils ont une mission civilisatrice. Alors tu vois, la mission civilisatrice, elle est sociale et raciale, hein. Globalement, ils se racontent que ils doivent qu'il y a des pays inférieurs à d'autres, et puis qu'il y a des classes sociales inférieures à d'autres. Et puis ils apprennent le mépris social, effectivement. Donc le mépris social, c'est que globalement, si on laisse les clés du pays à tous ces prolos, ils vont faire n'importe quoi pour plein de raisons. Parce qu'ils sont nuls en économie, parce qu'ils sont racistes. Alors ça aussi, ils aiment bien se raconter ça aussi. Bref, et c'est valable aussi sur les pays du Sud. Si on laisse les pays du Sud sans force d'intervention française pas loin, ça va être le chaos. Je pense qu'ils se racontent ça sincèrement, ouais. Il y a, tu sais, dans Sapiens, Harari, qui a du bon et du très mauvais dans le livre, il y a cette notion que l'humain adore s'inventer des récits, se raconter une histoire, qui va tenter de modeler la réalité en fonction de ce en quoi il se met à croire. Et parfois, la croyance émerge de l'environnement dans lequel tu es. Voilà, si tu vis dans une zone aride et du sable, tu vas développer une culture et des croyances par rapport à tes besoins de survie, en quelque sorte. Ouais. Le self-made, c'est une croyance qui est forte, qui est puissante. Tout ce que tu viens de me citer là, mais tout ça a des limites. Nous sommes ici sur une chaîne où nous parlons de limites planétaires. Aujourd'hui, on peut citer les rapports Meadows. Nous sommes dans cette phase de chute potentielle en devenir de la population, des ressources. Nous sommes déjà dedans. C'est entre 2020 et 2050, donc nous sommes dans cette phase
un peu central là. On a un changement climatique, on a un effondrement de biodiversité, on a des externalités qui tout doucement commencent à se recroqueviller sur nous. Et paradoxalement, de l'autre côté, bah, tu as dit les richesses qui sont en train de se décupler, la richesse d'Elon Musk, de Bernard Arnault, les richesses en France, mais dans le reste du monde, les millionnaires sont devenus encore plus milliardaires. Aujourd'hui, il n'y a plus de nouveaux milliardaires que si tu as hérité de quelque chose. Donc face à des ressources qui s'amenuisent, face à des tensions, face à une chaîne d'approvisionnement qui est de plus en plus impactée, due à des tensions sociales, due à des prix qui augmentent, raréfaction et changement climatique, est-ce que, en gros, les bourgeois, là, et l'aristocratie, ou tout ce que tu veux, ou les personnes qui sont les 1% et les 0,1%, est-ce qu'ils sentent que c'est en train de partir en sucette et qu'il y a une sorte de biais de vouloir se protéger et d'accumuler? Enfin, je veux dire, c'est quand même une singularité de l'histoire humaine, de ce qui est en train de se passer maintenant. Ouais, t'as raison. Alors, face à ça, j'ai des hypothèses. J'ai pas la réponse parfaite. Hein. Alors déjà, effectivement, on sait que d'ailleurs, non seulement ils savent, mais en plus ils savaient avant nous. C'est-à-dire que tu vois que Total Energy, non, ça s'appelle Total Energy, l'entreprise Total, ils avaient des rapports. Toutes les entreprises pétrolières françaises ont eu les premiers rapports, et américaines également, sur l'imminence du changement climatique dès les années 70. Donc vraiment à un moment où la société, elle, n'était pas du tout. Avant que la science du climat ne soit plus l'enfant pauvre des universités. Exactement. Donc vraiment, ils savent depuis un certain temps. Donc déjà, c'est pas l'ignorance, hein, l'explication. Il y a une explication systémique d'abord, c'est que c'est une classe sociale qui, par son fonctionnement, est intrinsèquement accumulatrice. Je pense qu'en fait, la bourgeoisie, elle peut pas fonctionner autrement. D'ailleurs, le capitalisme lui-même ne peut pas fonctionner autrement. Donc, ils sont pris dans un logiciel dont ils ne peuvent pas sortir. Une entreprise capitaliste, elle ne peut pas décroître. C'est dans son ADN de devoir croître. Ils fonctionnent que comme ça. Ils n'ont pas réussi, d'ailleurs ils ne veulent pas penser à un modèle économique basé sur la décroissance. Puisqu'en fait, le but d'une entreprise capitaliste, c'est de générer du profit pour des actionnaires, et de plus en plus de profit. Donc ça, c'est une sorte de logique qui n'est pas interrogée, et qui est leur mode de fonctionnement. Ensuite, je pense que tu es bien familier de tous ces récits, mais globalement, la bourgeoisie, c'est effectivement 1 à 5% de la population sur un pays. Et puis ensuite, tu as quand même, nous, ce qu'on appelle la sous-bourgeoisie, c'est-à-dire toute une classe qui gravite autour et qui est composée d'universitaires, d'idéologues, de journalistes, qui sont là pour faire en sorte que le règne de la bourgeoisie se passe bien, pour le justifier, pour être un peu la courroie de transmission entre leurs intérêts et le comportement de la société. Petite parenthèse sur l'idéologie. Le terme idéologie, souvent, on l'emploie à tort et à travers pour dire dès que tu as une idéologie, c'est que tu penses un truc. Non, une idéologie, en tout cas telle que Marx l'avait théorisé, c'est une idée de la réalité qui correspond aux intérêts matériels de ceux qui dirigent la société. Il disait les intérêts de la classe dominante, c'est les idées de la classe dominante. C'est-à-dire qu'ils ont en gros, ils ont les idées de leurs intérêts. Ça, c'est très important quand on analyse la formation des idées dominantes, c'est que c'est les idées qui vont être conformes aux intérêts de la bourgeoisie. Donc actuellement, après avoir forgé une idéologie qui justifie leur règne économique, maintenant ils forgent une idéologie qui justifie la continuité de leur action écologique néfaste. Donc ça va être tout un tas de mythes. Par exemple, donc dire de toute façon c'est trop compliqué, il y a je sais plus combien de milliards de Chinois, donc de toute façon on peut rien faire. Oui, diffusion de la responsabilité. Il y a exactement, la dilution de responsabilité. Je pense que tu es familier de ce discours aussi. Tu vois, par exemple, c'est ce discours qui consiste à dire l'homme avec un grand H entraîne sa propre perte. Moi, c'est vraiment un discours qui m'agace. Parce que déjà, tu es là. Alors, sur le plan nord-sud, c'est pas vrai. Enfin, il y a des différences énormes entre les pays. Tous les pays sont pas autant responsables du changement climatique. Certains le sont même pas du tout, le subissent sans en être responsables. Donc, l'homme, il a bon dos. Et puis ensuite, au sein même des pays du Nord, il y a des classes sociales et tout le monde n'est pas responsable de la même façon. Mais tu vois, le récit de dilution de responsabilité, il est bien pratique pour la bourgeoisie parce qu'ils se disent, nous, on aimerait bien, mais bon, il se trouve que l'humain est comme ça. Et ça, ils se racontent toujours ça. Hein. Ils font toujours porter sur l'ensemble de l'humanité ce que eux-mêmes ont créé. Tu vois, par exemple, quand ils disent le capitalisme, il n'y a pas le choix parce que l'homme est égoïste, l'humain est comme ça. Les humains sont individualistes. Non, c'est un système culturel. Quoi. Alors que c'est un système culturel qui a été imposé de force en plus. Enfin, je veux dire, la colonisation du monde, c'est la destruction de tout système alternatif au capitalisme. Je veux dire, littéralement. Quand les puissances occidentales, par exemple, envahissent la Chine au début du XXe siècle,
c'est pour imposer le système capitaliste, c'est pour ouvrir de force les ports chinois au commerce international, c'est pour leur imposer finalement des normes de libre-échange. Ils ont fait ça partout. Et ensuite, après coup, a posteriori, ils viennent dire « Oui, mais en fait, l'humain veut le capitalisme. L'humain veut le rapport marchand. L'humain veut la consommation de masse. » Bah non, ça c'est ce qu'ils racontent après coup. Mais ça a toujours été imposé par la force. Et c'est pareil sur l'écologie. Tu vois, il y a une dilution de responsabilité. Ah, bah, l'humain, il s'en fout de l'environnement parce que l'humain, il pense à court terme. Non. Les actionnaires capitalistes, eux, ils pensent à court terme. Ils ne savent pas faire autrement. Et leur pensée à court terme a vraiment des impacts catastrophiques. Donc, tu vois, il y a cette idéologie-là et je pense qu'ils vont de plus en plus définir un récit qui va être conforme à leurs intérêts. Tu vois, où ils vont dire on peut pas faire autrement. Là, tu vois le récit des compagnies pétrolières récemment. Alors les compagnies pétrolières, il y a eu un moment où elles faisaient un peu genre oui, on va peut-être réduire un peu notre production, on va peut-être essayer d'anticiper tout ça. Et là récemment, je crois que c'est ExxonMobil qui a dit non en fait on va augmenter. Oui. Et puis ils ont dit toutes, un peu toutes. Ouais. Et puis du coup ils ont toutes suivi. Et alors 4% par an d'augmentation sur le gaz et le pétrole. Et le discours qu'ils ont tous, à commencer par Patrick Pouyanné, le patron de Total Energy, lui dit bah ouais mais bon il se trouve qu'il y a des acheteurs. Alors pourquoi nous on réduirait? Tu vois? Enfin, je veux dire, ça aussi. Il renvoie la faute sur. Il renvoie la faute. Et ça marche à tous les coups. Enfin, oui, c'est comme le projet ICOP. Ses arguments sont, si on le fait pas, d'autres personnes le feront. Ouais. Et ils les citent. Ils disent oui, Petrochina ira, ils iront le faire à notre place. Et donc, genre, mieux vaut nous plutôt que pire que nous. Ouais, c'est ça. Alors en plus, t'es là, pas nécessairement. Enfin, moins que ce soit Total Energy ou une boîte américaine ou chinoise, on sait que ça change rien. Mais exactement. Donc tu vois, ça fait partie des récits qui s'imposent. Et en plus, contrairement à nous, parce que oui, tous les humains ont tendance à former des croyances. On se fait tout ça, hein, d'ailleurs. On forge des croyances qui nous permettent de vivre correctement, de justifier un minimum notre existence, y compris dans les moments difficiles. Mais eux, ils ont érigé ça en industrie. C'est-à-dire qu'il y a une industrie de la croyance bourgeoise. Il y a des think tanks, tu vois. Je veux dire, sur tous les plateaux télé, ils envoient des gens qui sont payés pour aller sur les plateaux télé, tu vois. Pendant que nous, on galère à faire nos petites chaînes, etc., tu vois, et à essayer de monter progressivement avec le soutien. Ils injectent des millions et des milliards. Eux, ils injectent des millions. Ils ont des gens qui sont payés 6 000 balles par mois pour juste aller le matin sur France Inter ou sur CNews ou sur BFM pour dire que la crise écologique c'est pas si grave, que le capitalisme c'est quand même le seul système et tout, tu vois, c'est ça. Donc eux ils ont des consultants en bullshit et en idéologie bourgeoise, parce que c'est ça qui est fascinant. Ouais, et qui sont méga organisés puisque il y a le réseau Atlas qui l'a fait, ça on a commencé à en parler. Ils ont été actifs en Belgique aussi. C'est limite, c'est des éléments de langage. C'est des formations et c'est hop, on vous envoie dans tel endroit, on vous bidouille un truc en mode vous êtes responsable de ci, de ci, de ça, pour vraiment continuer la diffusion des idées. Et c'est ça qui est dangereux, c'est que tout ce que tu as cité comme exemple, ah ouais mais l'homme, il s'est toujours adapté, ou alors ouais mais en même temps l'homme, bon c'est une machine à tuer, il a toujours fait ça. Exactement. Tous ces arguments dangereux, le problème, et tu m'as fait des frissons quand tu as cité tous ces arguments fallacieux, tous ces sophismes, c'est qu'ils sont dits en commentaire de nos vidéos pour justifier. Quand on sort une vidéo sur des situations d'urgence, des trucs qui se passent, c'est ouais de toute façon l'homme est un virus et il va s'autodétruire. Alors que je dis bon écoute moi quand je discute avec les peuples autochtones d'Amazonie, 5% de l'humanité seront des autochtones et ils représentent la protection de 80%, 85% de la biodiversité mondiale, chiffre de l'ONU. Tu dis ok donc t'as 5% de gens comme des Tibétains, des gens qui sont en dehors du système matérialiste, du système économique capitaliste, qui tentent d'y rentrer le plus possible. Hein. J'ai discuté avec un Tibétain pas plus tard que ce matin qui m'explique que la Chine tente de faire le plus possible sur les Tibétains, qui eux sont en dehors de toute notion de matérialisme ou de télévision 4K, 8K, tout ce que tu veux. Pourtant, ils protègent la biodiversité mondiale. Donc effectivement, ce discours-là de ouais mais l'homme est un virus, il est fallacieux, il est faux. Mais cela dit, j'ai l'impression que comme il est tellement rentré au sein, parfois même des prolétaires, parfois même au sein des plus basses classes sociales, que moi je vais être très honnête avec toi, tu vois mon style, je viens du rap à la base, je viens d'émissions de radio de libre antenne, je viens de Bruxelles, de certains quartiers, on a absorbé ce discours, mais plus que jamais quoi. Et c'est ça qui est effrayant. Et je voulais avoir ton avis là-dessus. C'est-à-dire que au sein des plus basses classes sociales, et je suis d'origine sénégalaise, je suis retourné au pays voir la famille, ça faisait 10 ans que j'avais plus été. Le discours du néolibéralisme, du capitalisme est absorbé au plus bas où c'est de la survie. Et là, je me dis, comment est-ce qu'on va réussir? Parce que c'est-à-dire que ce narratif, ces croyances, ce récit,
il est arrivé jusque dans le plus petit village éloigné, où chacun se dit « je peux devenir milliardaire demain », sans prendre en compte le déterminisme environnemental. Ouais. Alors, en fait, le principe d'une idéologie dominante, c'est que malheureusement, elle ne se contente pas de convaincre uniquement les dominants, parce qu'eux, ils s'en foutent, ils n'en ont pas besoin de cette idéologie. Ils la produisent pour justifier leur règne auprès de nous. Donc une idéologie, elle est forcément descendante. Et après, elle descend imparfaitement. Il y a des périodes, elle descend plus que d'autres. Moi, et je suis absolument d'accord avec toi. En gros, la bourgeoisie, elle a besoin qu'on joue le même jeu qu'elle, mais qu'on perde. Donc, par exemple, quand Macron disait il faut que les jeunes aient envie de devenir milliardaires, il veut pas que les jeunes deviennent milliardaires. Le principe du système capitaliste, c'est que tout le monde peut pas être milliardaire, sinon ça tient pas. Il faut qu'il y ait des inégalités énormes. Donc, en fait, en disant ça, il veut pas que les jeunes deviennent milliardaires, mais il veut qu'ils essayent, parce que c'est ça qui fait qu'ils vont avoir le bon comportement de soumission, de consommation, d'absence de critique du système. Et donc, effectivement, la bourgeoisie, elle a intérêt à des gens qui veulent devenir milliardaires, parce que du coup, plutôt que de les critiquer, ils vont les jalouser. Et c'est mieux d'avoir des gens qui te jalousent et qui cherchent à t'imiter que des gens qui te disent la façon dont tu fonctionnes, ça va pas du tout, on veut te renverser. Donc oui, ils ont intérêt qu'on joue à leur jeu. Oui, ça fonctionne. Mais d'une part, ça fonctionne parce qu'il n'y a pas vraiment de discours alternatif. Et donc, toi comme moi, on fait ce qu'on fait aussi pour que ce discours alternatif il existe, tu vois. On est là pour concurrencer l'idéologie, on pourrait dire le narratif bourgeois en concurrence. Voilà. Après, on a beaucoup moins de moyens, donc ça prend plus de temps, c'est frustrant, mais n'empêche que on le fait et que ça marche. Voilà, par ailleurs, enfin, tu vois, les discours quand même, il y a énormément de discours qui n'existaient pas il y a encore 10 ans, qui existent. Dans mon domaine, par exemple, la question de la lutte des classes, clairement, il y a 10 ans, parler de bourgeoisie, comme ça, dans un entretien, jamais ça n'arrivait. On n'employait même pas le mot, parce que ça semblait complètement ringard. Là, pour le coup, on disait, oh, c'est les années 1800, quoi. Donc déjà, on a avancé là-dessus. Et il y a autre chose aussi, c'est que même à l'échelle de la société, que ce soit française comme belge d'ailleurs, parce que je regarde souvent les enquêtes d'opinion des deux pays, en fait, il y a eu une période effectivement phare du néolibéralisme, c'est les années 80-90, chute du mur de Berlin, et puis donc discrédit total des alternatives communistes, à juste titre, parce que ça a été quand même des modèles et productivistes et autoritaires. Oui, capitalisme d'État qui a quand même eu un impact environnemental de malade. Bah oui, donc sur le plan environnemental, pareil, sur le plan humain, un cata. Donc bon, il y avait vraiment cette idée, oui, qu'il n'y a pas d'alternative. Et puis le capitalisme, à l'époque, c'était un système assez populaire, même vraiment massivement dans la population. C'est la période de tout le mythe de l'entrepreneuriat, de Bernard Tapie, etc., etc. Alors, tous ces mythes n'ont pas disparu, ça continue de toucher énormément de gens. Mais si tu regardes les enquêtes d'opinion sur un certain nombre d'items, par exemple, il y a quelques années, je crois que c'était Greenpeace qui avait fait une enquête sur est-ce que les gens pensent que le capitalisme peut être compatible avec la lutte contre le changement climatique, que ce soit en France comme en Belgique. Une écrasante majorité, toutes tendances politiques confondues des gens, pensent que c'est pas le cas, 60-70%. En France comme en France en tout cas, la majorité des gens n'aiment pas le système capitaliste, tu vois, et ne croient pas dans leur mythe. Donc il y a énormément de choses comme ça. Tu vois, j'avais vu une enquête qui disait que 30% des gens aimeraient que tout le monde gagne la même chose. C'est complètement anticapitaliste comme idée, tu vois. Et ça, c'est sur le temps long, et ça s'est particulièrement accentué depuis les années 2010. C'est-à-dire la crise financière, et puis toutes ces crises qui ont suivi, et puis la visibilisation du changement climatique, quand même jette un discrédit sur le capitalisme. Donc tu vois, moi, effectivement, dans les faits, ça reste encore une idéologie de masse, mais moi, ce que je regarde, c'est la tendance. Est-ce que la tendance est à la hausse? Est-ce qu'on va vers des gens de plus en plus convaincus par le capitalisme, auquel cas c'est un peu désespérant? Ou est-ce que la tendance est à la baisse? Et ben, la tendance est à la baisse, très clairement, tu vois. Les indicateurs sont là, à tout point de vue. Donc ça donne de l'espoir, au sens où l'idéologie bourgeoise, parce qu'elle est en permanence en contradiction avec les faits, elle a besoin de se renouveler en permanence, puis il y a des moments, tout simplement, elle fonctionne pas. Et puis surtout, si derrière, il y a des gens comme nous, ou comme plein de gens, qui attaquent en permanence ce discours-là, et qui travaillent à le délégitimer. Ça porte ses fruits. Là, je voudrais rapidement retourner sur l'événement qu'il y a eu avec la formation du nouveau gouvernement en France, celui de Barnier. Alors, je ne sais pas si au moment où cette vidéo sort, ce sera toujours lui qui sera fait éjecter ou pas du tout. Je me souviens, bon, je suis belgo-français, donc forcément ce qui se passe en France m'attache beaucoup. D'ailleurs, c'est pour ça que cette chaîne invite beaucoup de Français et tout ça. C'est ce qui s'est passé pendant l'été. Il coupe, il ferme, il dit voilà de manière complètement. J'ai l'impression que c'était une lubie sortie de nulle part. Où il s'est peut-être dit je vais gagner encore au même jeu en faisant barrage contre le RN, blablabla. Et c'est la gauche qui s'allie,
tout le monde pensait que ça allait se dissoudre au fur et à mesure, et non, ça a tenu bon jusqu'au bout. Normalement, il fallait rentrer en négociation pour avoir un Premier ministre de gauche, et non, braquage de la démocratie, on impose le truc, et j'ai pas envie de parler de ce phénomène-là, j'ai juste envie surtout de parler de notre résilience face à ça. En fait, j'ai l'impression que l'opinion publique a accepté. C'est une sensation que j'ai en me disant, mais on vient de se faire braquer démocratiquement, et de nouveau à travers le même système, hein, BFM TV, à travers les médias mainstream, à travers les journalistes qui, pas tous, mais en tout cas certains dans certaines positions, qui on va dire sont ce tampon avec la bourgeoisie, entre les prolétaires et la bourgeoisie, qui justifie la chose, qui fait passer des gens du gouvernement qui disent oui, non, mais nous fallait, enfin, qui arrivent à trouver c'est dans la bataille lexicale, des mots qui te permettent d'avaler la pilule, et qu'on est là comme ça, en train de se dire, bon, bah, ça y est, c'est fait, et ça s'est fait, et c'est normal. Et moi, ce qui me fait peur, c'est cette normalisation. Alors, peut-être que ça crée des frustrations et des anciens gilets jaunes, ou même des gens qui nous regardent, qui sont extrêmement frustrés, qui n'ont pas avalé la pilule et qui n'oublient pas. Mais globalement, j'ai la sensation que bah, plus c'est gros, plus ça passe. Et là, on se regarde un peu tous en mode, bon, bah, c'est quoi le suivant, quoi? Bah, pour moi, il y a deux explications à ça. Bon, effectivement, je suis en colère que ça a été banalisé. Malheureusement, ce que je constate, c'est que ça a été banalisé, y compris de la part des oppositions. Des partis de gauche modérés, finalement, ont pas crié. Par exemple, ils n'ont pas utilisé le mot coup d'État, tu vois. Les syndicats ont fait une rentrée classique, comme si c'était un gouvernement normal. Effectivement, il y a une banalisation aussi médiatique. Bon, ça, c'est moins surprenant. Mais ça veut dire qu'en fait, on n'a pas vraiment de force politique ou d'opposition qui est là pour dire les choses. À savoir que oui, vraiment, faut le dire, hein, dans tous les pays européens, quand il y a un groupe arrivé en tête, quel que soit le niveau de son score, et c'est aussi le cas en Belgique, il est appelé par le roi pour former un nouveau gouvernement. Et ensuite, il y arrive ou il y arrive pas. Et s'il y arrive pas, il passe la main au suivant. Mais je veux dire, c'est une procédure à peu près normale, quoi. Donc là, ça aurait dû être la gauche qui aurait dû essayer de former un gouvernement. Tout le monde disait effectivement, la majorité étant pas ouf, ça n'aurait peut-être pas tenu longtemps. Ouais, mais on n'empêche que du coup, on n'aurait pas eu un gouvernement soutenu par l'extrême droite, et peut-être qu'on aurait eu l'abrogation de la réforme des retraites et la hausse du salaire minimum. Et c'est ça que Macron a voulu éviter, et il l'a dit explicitement. C'est ça qui est fou. Et c'est là que tu dis, comme tu dis, il y a un niveau de passivité, mais là, encore une fois, des forces politiques et médiatiques institutionnelles, c'est-à-dire que tu as un président qui dit « Ah non, je suis pas content du résultat, et surtout, je veux pas que ce résultat abroge la réforme des retraites et augmente le salaire minimum, parce que ça va gêner mes potes, hein, parce que c'est quand même ça. » Littéralement. Ouais. Littéralement, et puis il le dit, hein, et tout le monde nous dit qu'il a été visité par des grands patrons, qu'il est allé les rassurer en disant « Vous inquiétez pas ». Et puis effectivement, vous inquiétez pas, il a empêché la formation d'un gouvernement de gauche. Donc face à ça, ce qui est un coup d'État, ou plus précisément un auto-coup d'État, c'est quand un gouvernement en place cherche à rester en place au détriment des institutions démocratiques, a eu lieu et ça a été banalisé. Et ça montre bien à quel point la bourgeoisie a la main mise sur tout notre espace médiatique et à bien des égards a la main mise aussi sur les forces d'opposition, sur les syndicats, et ça c'est très inquiétant. Deuxième chose, pourquoi ensuite, maintenant, là on a parlé, on va dire, de la classe intermédiaire, des journalistes, etc. C'est facile d'expliquer leur comportement. Par contre, nous autres, comment ça se fait que, voilà, comme tu dis, ça va pas plus bouger? Je pense que déjà, la politique institutionnelle, plein de gens s'en foutent. Et j'ai envie de dire presque à juste titre. Moi, je comprends ce comportement. C'est hyper aride. C'est des institutions qui sont détestées, avec des personnalités qui sont pas sympathiques et dont le résultat se fait quasi tout le temps au détriment des classes populaires. Donc, la réaction, c'est de dire, ça ne me regarde plus, j'ai plus envie de perdre du temps là-dedans parce que c'est désespérant. D'où l'abstention aussi. D'où l'abstention aussi. La plupart des gens font ça. Il faut voir aussi que la plupart des gens sont en galère et que quand tu es en galère dans ta vie, t'as pas le temps de t'occuper d'autres choses. Et ça, c'est parfaitement normal aussi. Donc, effectivement, d'où cette abstention, parce que on dit forte mobilisation pour les législatives. Oui, pour des législatives françaises, c'est pas mal, mais ça reste quand même que 64-65% de participation. Donc, c'est quand même, t'as un bon tiers de la société qui participe pas. Donc ensuite, faut pas s'étonner non plus, quoi. Donc, et ne pas participer aux élections, ça veut pas dire ne pas s'intéresser, ça veut pas dire être égoïste, ça veut pas dire ne pas s'intéresser à la vie politique au sens large. Ça veut juste dire qu'on veut pas investir ces institutions-là parce qu'elles sont décevantes et parce qu'elles ne nous représentent pas. Et franchement, c'est vrai. Dans le cas de la France, les institutions politiques représentent majoritairement des bourgeois blancs et plutôt des hommes qui tiennent en plus les cordons du pouvoir. Les vrais postes clés sont toujours confiés à des hommes. En France, il y a eu une seule fois, enfin 2 fois, des premières ministres femmes, c'est tout. On a eu que des présidents hommes. Enfin, c'est normal que toute une partie de la population se sente larguée de ça.
Et on parlait de frustration au début. Moi, je pense que la frustration, c'est un sentiment que tu as face à tout ça, et puis qui est usant. Tu vas pas à chaque fois y recroire, tu vois ce que je veux dire? Donc moi, je comprends cette attitude-là. Et puis après, on n'est pas au bout de nos surprises, tu vois. C'est pas parce qu'à la rentrée, il n'y a pas eu de mouvement insurrectionnel qu'il n'y en aura pas un dans 2 mois, dans 3 mois, dans 3 ans, parce que c'est comme ça. Parce que ça se passe partout. Il n'y a pas de raison qu'en France, il n'y ait pas aussi des mouvements de révolte. Ouais, c'est ça, c'est une soupape. Parce que moi, c'est la sensation que le citoyen, là-dedans, tellement oppressé par, tellement emprisonné par le système économique dans lequel il est, des gens qui galèrent pour finir leur fin de mois, des gens qui sont en train de courir derrière leur vie, limite qui se retrouvent de plus en plus dans la survie, qu'au final, ils se mettent plus à abandonner, se résigner et de se dire, écoute, je vais arrêter de me battre contre le système, autant que j'essaye de mener ma vie le mieux possible, tant pis, j'y arriverai pas. Alors que pourtant, on a besoin de tout le monde là-dedans. Si on veut pouvoir, même pas juste, l'idée c'est pas juste de changer le système pour changer le système parce que, oh, ils sont riches, ils sont méchants, c'est pas ça. C'est pour la future durable, c'est pour les prochaines générations, c'est pour les limites planétaires, c'est pour pouvoir avoir le meilleur système économique face à la situation, la menace directe qui nous guette, que sont les changements climatiques, les limites planétaires dépassées, quoi. Absolument. En fait, alors absolument, c'est vrai, mais là encore, faut comprendre, tu parlais de la réalité économique vécue et les oppressions qui t'empêchent de voir plus loin. Dans mon bouquin sur le travail, si je parle moi aussi du travail et si je pense que c'est important de parler des conditions de travail, de la façon dont les gens sont traités au travail, c'est parce que par exemple, si on prend vraiment la politique institutionnelle, il y a des études qui montrent, dans le cas de la France, il n'y a pas de raison que ce soit différent en Belgique, que les gens qui s'abstiennent le plus sont aussi ceux qui sont le plus dans des positions subordonnées au travail, donc qui gagnent le moins et qui ont le moins d'autonomie dans leur travail. Et c'est aussi d'ailleurs ceux qui votent le plus Rassemblement National. Mais avant tout, c'est l'abstention. C'est-à-dire que si on te donne jamais la parole dans ta vie, qu'au travail, tu as un petit chef qui te dit quoi faire, comment, à quelle vitesse, etc., bah, globalement, ça t'habitue à ne pas participer. Et ça, je trouve ça vraiment tragique parce que nos potentialités humaines, c'est des potentialités d'expression et de choix. Et en fait, on t'habitue à ce que ta parole ne compte pas. On t'habitue à ça 8 à 9 heures par jour. Bah, faut pas s'étonner qu'ensuite, au moment où on te demande ton avis pour les élections, tu te sens pas la légitimité d'eux ou par l'envie. Voilà. Donc en fait, faut voir que la politique, c'est pas simplement la participation aux élections, c'est comment on fait des choix dans notre vie à tout moment. Et il se trouve que dans le monde du travail, qui est quand même toute une partie de nos vies, et qui est quand même un lieu où notre avis pourrait compter et pourrait transformer les choses, parce qu'encore une fois, la production, elle se fait dans le travail. Donc, à mon avis, c'est aussi vers ça qu'il faut aller, vers une démocratisation du travail. Actuellement, les gens sont complètement privés de leur autonomie et de leur autonomie décisionnelle et de leur autonomie de savoir-faire. Et donc ça produit des effets plus larges sur leur perception d'eux-mêmes. Moi, ce contre quoi j'essaie vraiment de lutter dans mes bouquins et dans Frustration, c'est cette idée que les plus pauvres sont incompétents, qu'il y aurait une compétence politique et que certains l'auraient et d'autres non. Non, la compétence politique, c'est juste exprimer ses besoins et sa vision du monde. C'est pas avoir des compétences incroyables que seuls les riches auront, que seuls ceux qu'on fait Sciences Po auraient. Parce que c'est un peu ça le discours dominant en réalité. Moi, là où je voudrais t'amener, c'est sur cette notion où nous, en tant qu'humains, qui évoluons dans ce système économique-là, dur, moins dur, je vais te parler d'un cas très personnel. Attention, je vais beaucoup me dévoiler. Une lutte contre moi-même. Je viens d'un milieu entre bourgeois et classe ouvrière. Mon père était un ouvrier qui a immigré, il s'est retrouvé, il a quitté le Sénégal, il s'est retrouvé en France à 15 ans, très jeune, où il a fait un nettoyage complet de sa culture, de sa religion, il était musulman, pour vraiment rentrer dans le rang parce qu'il subissait le racisme. Hein. Il m'a expliqué, écoute, c'était très difficile quand je suis arrivé, on m'a bien fait comprendre que j'étais pas chez moi, on m'a traité comme une merde, donc il a vraiment fait, tu sais, le terme qui est utilisé, c'est pas l'adaptation, c'est pas le bon terme, mais tu sais, l'assimilation, ouais. Mais vitesse grand V, quoi. J'essaie de mieux m'habiller possible, et tout d'un coup, c'était bien, il était accepté. Il a changé son nom, ouais. Son prénom. Il a changé son prénom pour que ça passe. Ah, oui. Et il a rencontré ma mère, classe bourgeoise, et je suis arrivé un peu entre deux mondes comme ça. Enfin, ma mère bourgeoise, c'est pas le bon terme, hein, c'était une employée secrétaire, donc c'était pas une bourgeoise non plus, mais fille de bourgeois pendant les 30 glorieuses, quoi, qui ont eu des maisons, etc. Enfin, des maisons, des commerces. Même si beaucoup de choses ont été perdues en cours de route, mais soit. Et moi, je me retrouve là-dedans, à la croisée entre deux mondes. Je côtoie des milieux extrêmement précaires, des frangins, des frangines, des cousins, tout ce que tu veux.
Et puis je côtoie d'autres milieux, d'autres endroits, puisque ma grand-mère dit il faut le mettre dans telle école, il faut le mettre. Et je vois tout de suite la disparité, je vois tout de suite la différence. Et ce qui est un avantage, honnêtement, je crois que j'ai un avantage stratégique sur plein de gens. Ouais. Je sais comment ça pense d'un côté, je sais comment ça pense de l'autre, et j'essaie de créer des ponts. C'est ce que la chaîne tente de faire aussi, en quelque sorte. Mais là où j'ai un deal très particulier, c'est que j'ai pu bénéficier de ça. Je m'appelle Vincent. C'est pas pour rien que mon grand-père a dit à mon père appelle-le Vincent, donne-lui un prénom judéo-chrétien, ça va passer crème. Et effectivement, ça m'a aidé de fou. Et à la fois, j'ai quand même subi le racisme, mais soit. Là où je veux t'amener, c'est que j'ai réussi ma vie dans le jeu qui a été annoncé par la classe bourgeoise. Oui, la notoriété, le pouvoir d'investir, la propriété. J'ai réussi tout ça. J'ai joué à ce jeu-là et donc du coup, moi, je suis rentré dans la narrative de la méritocratie. Ouais, self-made, je l'ai fait. Ouais. Regardez, tapez Vince Fun Radio, tapez Vince Energy, regardez ce que je faisais avant, le DJing, tout ça, ça n'a rien à voir, vraiment. Puis je découvre les limites planétaires, je comprends que le système économique dans lequel on est, déconstruction totale, je me déconstruis littéralement. Et c'est difficile de l'autre côté. Là où je suis aujourd'hui, je suis heureux, hein, j'ai jamais été aussi heureux, mais c'est difficile. C'est plus complexe. Et je remarque très souvent qu'on a des demandes de rachat de limites ou on me propose de faire des choses qui font que le système me fait des yeux doux. Et je serais prêt, en fait, à des moments où je me dis, putain, c'est tellement compliqué de l'autre côté. J'ai envie d'y retourner parce que j'ai l'impression de me batailler pour vous, là, les abonnés, pour mes enfants, pour tout le monde. Mais c'est dur, quoi. Et puis, il y a des moments, en fait, t'as envie de céder aux sirènes. Normal. De l'élitisme, en quelque sorte. Et pourtant, non. On est là, on est dans la résistance. C'est un travail personnel. Comment offrir des alternatives? Comment d'autres systèmes peuvent être plus alléchants que celui-ci qui, en fait, amène, parfois même dans les banlieues, désolé, c'est une très longue question, hein. Comme ça, tu vois l'idée. Des jeunes rappeurs qui sont en groupe, qui percent sur les réseaux sociaux et qui se font tous des coups dans le dos pour essayer, pas tout le monde, hein, mais majoritairement, beaucoup de rappeurs sont pleins de ça, Gradure, Jul, tous les rappeurs peuvent vous parler de leur équipe qui les a lâchés en mode ils ont tous voulu leur faire des coups parce que tout d'un coup l'argent arrivait et on va essayer de tout récupérer. Comment faire émerger d'autres systèmes qui ne donnent plus envie de trahir son prochain, plus on est bas dans l'échelle, qui ne vont pas faire qu'on va se corrompre avec nos principes, nos valeurs familiales et surtout avec nos valeurs de l'avenir de la planète Terre, quoi. Quel autre système sur lesquels tu as pu bosser, après on va aller sur ton livre, permettent d'entrevoir ces futurs possibles? Tu vois, ce que tu décris là, c'est quelque chose, je pense qu'on est beaucoup à s'être retrouvés dedans et avoir eu ce genre de dilemme. En fait, le système capitaliste, il propose ce qu'on appelle la réussite sociale. Et la réussite sociale, c'est souvent quelque chose qui se fait tout seul. Et tu laisses toujours des gens sur le côté. Tu te retrouves en compétition avec tes amis, ou en tout cas, tu les suis plus. Donc, je pense qu'on a tous connu ce genre de situation. On a l'impression de s'être trahi et en même temps de se dire, en même temps, j'y ai droit aussi, etc., etc. Ça, c'est tout à fait le genre de dilemme moraux dans lequel le capitalisme nous met. Et puisque le capitalisme... donc, par exemple, le capitalisme, dans la société bourgeoise française, il y a une part de mobilité sociale. C'est-à-dire que c'est pas entièrement figé. Il y a des gens des classes populaires qui vont vers la bourgeoisie, vers la classe moyenne. Hein. C'est des mobilités qui sont par paliers. C'est très rare que tu passes de 0 à 100. Mais le principe, c'est que c'est toujours des mobilités limitées et conditionnelles, quoi. Faut montrer patte blanche. Donc ça, c'est ce que tu montrais sur le prénom. C'est quand même pas rien, tu vois. T'es pas le premier à me raconter ça, mais ça veut quand même dire que tu renonces à une partie de ton identité pour rassurer l'identité dominante. Je pense que, tu vois, ça peut être ça sur des parcours géographiques. T'as ceux qui sont obligés de changer leur accent, leur façon de parler, de se transformer dans leur façon même de marcher, de penser. Donc ça, t'as toute une littérature là-dessus, ce qu'on appelle un peu la littérature de transfuge de classe. C'est des gens qui racontent comment ils sont passés d'un milieu à l'autre et les efforts que ça a dû leur demander sur eux-mêmes pour un résultat en plus qui est compliqué c'est-à-dire à l'arrivée. C'est-à-dire qu'en fait, certes, tu as réussi ce que tu voulais et tu as été accepté, mais déjà, tu n'es jamais complètement accepté. Ça, la classe bourgeoise, hein, moi je dis toujours, on ne devient pas bourgeois, on est bourgeois, tu vois. Et donc en fait, clairement, ils acceptent très peu de membres. Ils en bolossent un certain nombre tout le temps. Même si tu deviens riche, bah, tu seras toujours un nouveau riche. Donc ça fait des parcours où même, c'est-à-dire que c'est coûteux d'y arriver, et même à l'arrivée, en fait... tu seras toujours le noir, ouais, en quelque sorte. Tu seras toujours le noir, tu seras toujours le beauf, enfin, tu seras toujours la meuf. C'est ce que mon père a vécu. Hein. Ouais. C'est ce que mon père... Littéralement, tu es en train de traduire où
il a eu beau faire tous les efforts et ça a créé quelque chose dans lui de difficile. Hein. Bien sûr. Je rebondis sur ce que tu dis parce que tu as une éducation. Cette éducation, tu la renies pour être accepté dans un autre groupe parce que tu cherches une vie meilleure. Et on t'identifiera quoi qu'il arrive toujours au final comme ça. Enfin, je veux dire, il y a un livre de Frantz Fanon qui est génial. J'ai oublié le titre. Homme noir, masque blanc, ouais. Exactement, qui fait qu'il y a une blanchisation des. Alors désolé pour les termes parce que je sais qu'il y a des gens qui vont mal qui vont se dire mais de quoi il parle, on comprend pas. Justement, creuser ces sujets, c'est important. Une blanchisation d'un homme noir qui ne deviendra jamais blanc, mais du coup qui commence à avoir du mépris pour ses congénères. Et vraiment, je me dévoile beaucoup aujourd'hui. Je crois que Nicolas, il est mon psychologue pour le coup. Mon père l'a fait. Ouais. Il a eu un mépris vis-à-vis de ses congénères. Vis-à-vis de son histoire. Tu vois? Extrêmement méprisant. C'est-à-dire qu'il a absorbé un discours, ouais, ils sont bêtes, ils sont lents, ouais. Ils arriveront à rien, quand on a eu la dépendance, ils ont rien fait avec ça. Et là, quand tu vois ton père avoir ce discours-là, c'est pour ça que ça a été compliqué, parce que je suis rentré dans ce discours. Ouais. La déconstruction a été dure. On en ressort, c'est génial. Mais là, c'est compliqué de faire émerger d'autres systèmes plus intéressants. Je te laisse continuer. Alors oui, alors maintenant, une fois qu'on a dit ça, une fois qu'on a critiqué le fait que c'est trop coûteux et à l'arrivée c'est pas terrible, et ça conduit juste à légitimer les systèmes, et puis derrière en fait même les transfuges de classe en fait ils sont un peu sacrifiés sur l'autel de la légitimation du système. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, moi ce que j'ai beaucoup fait, c'est regarder un peu notre histoire sociale. Donc je trouve que c'est très intéressant de regarder et l'histoire des luttes coloniales et l'histoire des luttes sociales. Souvent ça se recoupe, c'est-à-dire comment, face à un système dominant, des gens ont fait pour exister et pour redevenir un pôle d'attraction, tu vois. Donc c'est intéressant dans les luttes coloniales, c'est comment tu recrées une identité qui fait envie en concurrence à l'identité blanche coloniale qui t'infériorise, tu vois, par exemple. Sur les classes sociales, c'est tout le mouvement ouvrier. Son enjeu, ça a été de dire comment faire en sorte que on ait une fierté ouvrière auquel les gens aient envie de s'identifier et envie de rester et envie de lutter ensemble. C'est-à-dire non pas monter tout seul, mais monter ensemble, tout casser et tout reprendre à zéro et faire une société sans classe. Moi, je m'inscris là-dedans. C'est-à-dire, moi, c'est ma tradition. Moi, je prône une société sans classe. Je pense que ça résoudrait énormément de problèmes. Pas seulement les problèmes qu'on vient de citer là, mais les problèmes écologiques aussi. Encore une fois, si on va droit vers le désastre, c'est que notre locomotive inarrêtable, c'est la bourgeoisie. Si on reprend le contrôle du train, on peut décider collectivement d'aller plus vite, d'aller plus lentement, etc. Ça, c'est une parenthèse. Donc, la société sans classe sociale, c'est-à-dire, ça veut pas dire sans différence, mais ça veut dire que l'argent et la possession de capitaux, ce soit plus ça qui nous différencie, et que ça soit notre travail et puis simplement notre existence qui nous donne du pouvoir, hein, pas seulement le fait de travailler comme un fou, mais le fait d'exister, voilà, t'as du pouvoir. Donc ça, c'est ce vers quoi je veux tendre. Après, qu'est-ce que ça demande? Quand tu regardes l'histoire du mouvement ouvrier, tu vois qu'à un moment donné, ils ont su forger une morale de classe, on peut appeler ça comme ça, c'est-à-dire une série de principes, de croyances, de récits qui faisaient qu'on était solidaire des siens et on se laissait pas avoir par les sirènes de la bourgeoisie. Et si c'est si difficile à l'heure actuelle, c'est que ce discours-là, il a quasiment disparu. Et donc, moi, à ma petite échelle et avec mes amis de Frustration Magazine, on tente un peu de faire renaître. Tu as aussi des historiens qui font ça, qui essaient de reparler de ce discours-là et puis d'en inventer de nouveaux. Donc, par exemple, au tout début du XXe siècle, en France comme dans le reste de l'Europe, le mouvement ouvrier, il était structuré autour d'une pensée qui s'appelait l'anarcho-syndicalisme et qui consistait à dire, voilà, on est fiers d'être des travailleuses, des travailleurs, on est solidaires les uns des autres, on ne veut pas céder aux sirènes de la bourgeoisie. Notamment, ils avaient théorisé quelque chose qui était le refus de parvenir. On ne veut pas parvenir. Si on te propose de devenir contremaître, si on te propose de devenir chef, tu refuses. Sinon, t'es un traître à ta classe, tu vois. Et des choses comme ça qui, du coup, donnaient une force. Alors, sans doute que ça posait plein de problèmes, etc. Mais n'empêche que cette idée de refus de parvenir, même si je trouve qu'elle est difficile à appliquer, et je vais jamais condamner qui que ce soit de vouloir gagner plus, de vouloir avoir de meilleures conditions de vie, parce que c'est normal, mais je trouve que c'est une morale intéressante. C'est-à-dire comment tu fais pour emmener les tiens, comment tu fais pour être solidaire des autres. Et puis après, moi je trouve qu'il y a, pareil, il y a aussi des discours intéressants qu'on voit ces dernières années au travers, tu sais, il y a eu tout le monde, la grande démission, c'était tous ces gens qui quittaient leur boulot, et ça reste le cas, hein, les gens quittent de plus en plus leur boulot. Ils en reprennent un autre derrière, mais globalement, ils restent beaucoup moins loyaux à leur boîte. Donc, tu as ce discours de critique du travail à tout prix, de critique du patronat qui revient, qui met en avant la rébellion, qui la rend cool, en fait.
qui la rend attractive. Hein, quand je dis ça, ça rend sexy. T'as envie de faire ça. Ça s'incarne par des figures qui se mettent en scène sur les réseaux sociaux, qui montrent comment ils ont quitté leur boîte. Tu sais, il y avait tous ces Américains, moi j'adorais, qui faisaient des annonces dans leur supermarché en disant je me casse, et je voulais dire à un tel, mon manager, que c'est un énorme bolos, et voilà, et je laisse la caisse vide et je m'en vais, quoi. Et ils ont fait ça, ça a été super viral, et ça, je trouve, ça redonnait une fierté, tu vois. Tu voyais des gens qui avaient extrêmement la classe en faisant un truc complètement contraire aux intérêts du système. Donc moi, j'essaie de puiser dans ces choses-là, c'est-à-dire à la fois des choses dans notre histoire, à la fois des mouvements plus contemporains, pour essayer de reformer cette morale de classe-là. Et cette morale de classe-là, elle doit s'accompagner de la définition d'un système enviable. Pour moi, c'est la société sans classe, c'est la reprise en main de notre outil de travail. Après, comment on appelle ça exactement? Il faudrait retrouver le bon mot, parce que malheureusement, tous les mots utilisés ont été entachés par l'histoire, notamment le mot de communisme, mais le mot de socialisme aussi, hein, parce que les partis socialistes en France comme en Belgique, c'est pas des partis qui veulent la société sans classe. Bref, je pense qu'il faut avoir en tête qu'on peut avoir un système avec de la solidarité, et du partage, qui soit pas une douce utopie, parce qu'en fait c'est moins utopique que de continuer le capitalisme. Je pense que tu sais très bien, si on continue dans le système capitaliste encore 50 ans, c'est ça l'option irréaliste. C'est pas de changer le système. Changer le système, c'est l'option plus réaliste que de rester dans le même. Voilà, quelques pistes, hein. C'est pas des réponses définitives, c'est du travail en cours. On revient de loin. La classe bourgeoise a effacé toutes ces alternatives, elle a effacé des cultures entières. Elle a effacé des cultures sociales, elle a effacé des cultures identitaires, ethniques, etc. C'est ça qu'ils ont fait quand même, oui. Tu vois. Elle a changé notre perception de cela. L'anarchie, par exemple. Ah, l'anarchie, c'est des gens qui se tapent dessus. Exactement. Tu vois, alors que l'anarchie, c'est pas du tout ça. C'est des systèmes organisés de coexistence sans pouvoir et sans forme de domination. Moi, je pense qu'on est parfaitement compatible avec l'anarchisme. On peut le faire, tu vois. Mais ce qui est épatant, c'est de voir comment, tu vois, quand il y a eu la colonisation du monde, les Européens, la bourgeoisie européenne naissante a fait de son mieux pour détruire les cultures alternatives et sans les enjoliver, tu vois. C'est pas Pocahontas, mais tu vois, par exemple, quand il y a eu la colonisation de l'Amérique du Nord et le génocide des peuples d'Amérique, en fait, concrètement, t'avais les premiers colons, c'était des jésuites, donc c'était quand même un peu des fanatiques religieux, plus des capitalistes, quoi. Ils étaient obsédés par l'appât du gain et surtout, et donc ils emmenaient avec eux tout un tas de colons, donc eux qui étaient plutôt des gens qui n'avaient plus d'avenir en Europe, c'était des vagabonds, c'était des soldats, etc. Et ce qu'ils constataient, c'est que les gens avaient tendance à fuir. Il y avait beaucoup de fuites, notamment dans les colonies françaises de Nouvelle-France, donc au Canada. Il y avait des fuites vers les peuples autochtones. C'est-à-dire que tu avais des gens, ils supportaient pas le système de coercition. Enfin, la société européenne de l'époque était très dure, quoi. Il y avait une coercition religieuse, une coercition économique et sociale qui était extrêmement forte. Et donc, tu avais des fuites de gens. Ça inquiétait beaucoup les religieux, notamment. Parce qu'ils voyaient le pouvoir d'attraction des sociétés dites indigènes, qui fonctionnait, et encore une fois, je dis pas que c'était forcément parfait, mais ce que je veux dire, c'est que les modes, c'était pas les mêmes modes de domination. D'ailleurs, c'était des sociétés qui étaient beaucoup moins centralisées, donc beaucoup moins autoritaires. Et en fait, faut voir que l'extermination des peuples différents, c'est pas simplement par la haine d'eux en tant qu'individus, c'est la haine de l'alternative qu'ils représentent. Et moi, j'ai toujours cette image-là, c'est-à-dire que les gars, ils arrivent avec leur bateau chargés de vagabonds en leur promettant un nouveau monde, etc. Finalement, arrivés dans le nouveau monde, ils refont la même chose que dans l'ancien monde, c'est-à-dire des villes structurées par l'Église, par l'armée et par le roi. Et puis là-dessus, la différence, c'est que contrairement en Europe où il y avait que ça, bah là, les vagabonds qui venaient avec eux se rendaient compte qu'il y avait un ailleurs possible. Et en fait, il y a eu énormément, dans les colonies françaises, énormément de fuites. D'ailleurs, énormément de mariages mixtes, etc. Et ça posait énormément de problèmes à la classe dominante, parce qu'ils se disaient, ça va pas, il faut pas qu'ils aient l'idée qu'il y a un autre monde que celui qu'on leur offre et dans lequel ils nous servent, tu vois. Pour moi, c'est un peu ça, ce qu'essaie de faire la bourgeoisie, c'est nous empêcher de visualiser cet autre monde. Nous dire toujours que c'est des bêtises, que de toute façon, on n'est pas calibré pour ça. Souvent, ils disent ça, hein. Notre ADN, finalement, serait trop capitaliste. On est des gens cruels, l'humanité, c'est sombre. Donc finalement, prenez ce qu'on vous donne parce que vous valez. C'est le meilleur système. C'est le meilleur système. Vous valez pas vraiment mieux que ça. Si on vous laisse vous organiser entre vous, vous allez vous entre-déchirer. Et la plupart des gens sont convaincus de ça. Ça, c'est triste, tu vois. Et moi, j'essaie de combattre cette idée-là. Tu connais la chaîne Fulloscopy? Je ne crois pas. Alors j'ai oublié son prénom, j'espère qu'il va m'en excuser, mais c'est une superbe chaîne que je vous invite d'ailleurs à voir. Où je vais vous mettre un lien qui montre un peu comment les gens s'organisent
Il fait des tests, il vérifie un peu, il ramène toute une fouloscopie, il analyse les comportements. C'est hyper intéressant. J'adore ce genre d'études. Eh ben, il a montré à chaque fois, donc je crois qu'il est mathématicien le gars, et il a montré un petit peu en donnant des consignes. Au début, il donne des consignes et il regarde un peu comment est-ce que les groupes réagissent. Et il y a une vidéo qui est exceptionnelle, qui illustre un petit peu ce qu'on raconte aujourd'hui, où tu as un système hiérarchique avec 3 personnes qui doivent décider, et là, ils y arrivent en un temps X. Et ensuite, ils refont la même chose avec un seul leader, et ils y arrivent en un temps X. Puis ils font un truc avec plein de leaders, ils essayent plein de modèles. Ouais. Et ben, le modèle qui est le plus efficace, c'est où les gens font sans se parler. Ils ont une contrainte, ils ne doivent pas parler. Ouais. Et ils doivent s'organiser, ils doivent former une figure, tous prendre des cartons, former une figure. Eh ben, c'est le modèle le plus efficace. Il n'y a personne qui donne des coordonnées. C'est comme s'il y avait une intelligence collective qui émergeait. On se parle pas, interdiction de parler, ils se regardent tous et ils font. Et le truc se fait tout seul. Ouais, tu vois. C'est incroyable. Ouais. Mais tu sais, j'ai une anecdote historique qui ressemble, dont je parle dans mon bouquin. En fait, au 19e siècle, tu avais tout un patronat un peu chrétien qui a tenté de faire un peu paternaliste, qui disait face à la violence de leur propre système, on va essayer de faire des alternatives. Mais elles étaient toujours pensées d'en haut. Et t'en as un, Gaudin, c'était des usines, enfin c'était des manufactures qui faisaient notamment des poêles, enfin qui faisaient de la métallurgie, etc. Il décide de faire une sorte de système idéal utopique, ce qu'on appelle un peu les familistères dans le nord de la France, c'est-à-dire des endroits où les ouvriers, ils avaient des logements aux dernières normes d'hygiène, ils pouvaient s'organiser entre eux, etc., etc. Il pense tout ça. Et puis une fois, donc bon voilà, ça marche, etc. Et il avait l'ambition quand même de se dire bon, c'est moi qui chapeaute tout ça un peu, je vais leur donner un petit peu de pouvoir. Et notamment, il leur avait fixé comme objectif de créer un système de primes. Pour pouvoir, en gros, il y avait des primes et il fallait qu'ils les partagent entre eux. Et lui, il voyait un système très méritocratique pour le coup. Et donc, il leur dit, voilà, essayez de voir comment on remet la prime aux plus méritants. Et en fait, les ouvriers et les ouvrières ont délibéré entre eux et à la fin, leur solution était extrêmement partageuse. C'est-à-dire qu'en réalité, en discutant de tous les tenants et les aboutissants, ils se sont rendus compte que plus ou moins tout le monde avait droit à la prime. Et le type était furax, tu vois. Et pour moi, c'est ce genre d'idée. C'est-à-dire que, en fait, c'est la bourgeoisie qui nous met dans la tête ces idées de compétition, ces idées de mérite, etc. Tout ça, c'est pas des notions qu'on a inventées nous-mêmes. Elles nous ont été apportées d'en haut. Et si vraiment on prend le temps de délibérer entre nous et de voir des systèmes qui nous conviennent peut-être mieux, on sera peut-être étonné. Mais encore une fois, nos propres représentations de nous-mêmes sont tellement altérées, on a tellement l'impression d'être ce que la bourgeoisie dit qu'on est. Puis encore une fois, la bourgeoisie, elle squatte tous les plateaux télé et radio, donc c'est normal que ça ait de l'impact, tu vois. Enfin, franchement, aux heures de grande écoute en France, t'as des émissions. Moi, de temps en temps, en voiture, j'écoute les grandes gueules, tu vois. C'est vraiment, c'est des gens qui se font, sur RMC, ils se font passer un peu pour des prolos et tout, parce qu'ils parlent. Discussion de comptoir, ils font un peu style. Ils font discussion de comptoir, ils font style, mais tu regardes chacune leur composition. Le fromager, c'est un type qui a une chaîne de traiteurs et d'usines de fromage. Le restaurateur, c'est une chaîne de restaurants et tu vois, c'est ça. Et en fait, ils font croire. Et du coup, quand tu les écoutes, tu te dis, OK, j'écoute les grandes gueules, c'est un peu ce que les gens pensent. Et du coup, ils pensent comme des patrons, c'est marrant ça. Ah ouais, mais normal, c'est des grands patrons. Enfin, tu vois. C'est ouf ce que tu racontes là. Tu sais, merci parce que tu as fait un livre qui s'appelle Parasite. D'ailleurs, c'est drôle, ça m'avait pensé au film coréen. Ouais, il y a une petite ref, ouais. Voilà, clairement. Qui sont les parasites réellement? Les parasites, c'est selon ton livre et un peu beaucoup, quand vous écoutez beaucoup cette chaîne, vous comprenez le système économique et les ressources et on sait que c'est la classe bourgeoise, c'est les élites, ceux qui sont tout au-dessus, mais qui font croire que non, c'est les prolétaires, c'est ceux qui sont au RSA, c'est ceux qui galèrent, c'est eux les parasites de la société. Et donc c'est vraiment un argument politique qui fonctionne et qui fait qu'ils reçoivent des voix et qui nous amène nous-mêmes en fait à... Alors tu te dis dans ton livre, vous ne détestez pas le lundi. Moi le lundi, je t'avoue que quand j'étais dans l'ancien système là, ça me faisait chier. Alors là, je suis content le lundi, on regarde, on ouvre les mails, on répond à des trucs, on change le monde le lundi, on est là, ouais, c'est reparti pour une semaine, on va changer le monde. Qui fait que même en fait mon lundi et mon mardi, et mon lundi et mon mercredi, mon lundi et mon samedi, sauf pour mon fils et mes enfants, ma fille, il faut les déposer à l'école le lundi. Mais c'est vrai que il y a ces mêmes qui tournent beaucoup sur Internet, où les lundis matins sur Facebook, ce qu'il y avait beaucoup comme publication, vieux réseau social, vous m'excusez, c'était des blagues autour du lundi. Ouais. Allez, courage, c'est lundi, le Blue Monday. Et que on va les bras ballants au taf, c'est chiant. Par contre, toi, tu pars du principe que non,
C'est pas le lundi que vous détestez, c'est autre chose. Ouais. C'est un peu la base du livre. En fait, j'aurais pu parler aussi du dimanche soir, hein, parce que souvent, lundi matin difficile, dimanche soir avec la boule au ventre. C'est le même genre d'expérience. En fait, moi, j'aime bien, pour éviter justement d'avoir des billets théoriques et de faire des discours ennuyeux, intimidants, moi, j'essaie de faire toujours référence à des expériences individuelles que tout le monde a pu à un moment donné connaître. Et ce qui est intéressant avec le lundi matin, c'est que c'est à la fois c'est une expérience individuelle qui est collective. C'est-à-dire qu'on est énormément à le ressentir. C'est pour ça qu'il y a toute cette culture des mèmes autour du lundi. Et donc, j'ai voulu partir de cette expérience personnelle qui est parfois recodée par la bourgeoisie comme une expérience ultra personnelle. C'est-à-dire qu'on dit, tu as des problèmes le lundi matin, ben peut-être qu'il faut que tu fasses de la méditation, Développement personnel. Développement personnel, faut que tu te changes toi-même, faut que tu sois plus maître de tes émotions, faut que tu prennes du recul. Voilà. Et puis tu verras, puis ça va bien se passer. Bon, et en réalité, non. Le problème du lundi, il est systémique. Si on n'aime pas le lundi, c'est qu'on n'aime pas l'exploitation au travail. On n'aime pas le fait de se faire voler une partie de notre temps de travail par des gens qui vont s'enrichir sur notre dos. On n'aime pas la hiérarchie au travail. On n'aime pas ce que le travail est. C'est-à-dire le travail, en fait, dans le système capitaliste, c'est pas simplement produire un bien ou un service. C'est produire un bien ou un service qui va permettre d'enrichir une minorité. Forcément, c'est pas très excitant. C'est valable aussi dans le service public d'ailleurs. Le service public, c'est des gens, ils sont censés rendre un service, mais en réalité, on les met dans des contraintes où ils doivent rendre ce service de façon dégradée, de façon discriminatoire. Donc en fait, ce qui est censé être leur tâche principale ne l'est pas. Donc moi, je voulais parler du lundi. En fait, le vrai slogan, c'est un slogan qu'on voyait beaucoup dans les manifs et tout, c'est vous ne détestez pas le lundi, vous détestez le capitalisme. J'aurais pu appeler le bouquin comme ça, mais je voulais un truc plus concret. C'est pour ça que j'ai dit domination au travail, pour qu'on visualise bien le chef, les moquettes grises, les fontaines à eau, les usines, les horaires, hein, en fait, toutes ces choses-là qu'on nous présente, pareil, toutes ces choses-là, on nous les présente comme indispensables. On nous dit, bah, c'est obligé pour travailler, il faut un chef. Tu vois, par exemple, ça c'est une croyance pour moi qui est infériorisante et qui est fausse scientifiquement. On nous dit toujours, c'est plus efficace d'avoir un chef. D'ailleurs, les chefs, c'est très très efficace. Il nous en faut plein. Et en fait, vraiment, quand tu regardes dans le détail, moi, ce que j'ai vraiment fait dans le livre, bah, pas vraiment. Il y a énormément de collectifs de travail, ils travaillent mieux quand ils n'ont pas un chef au-dessus. Et d'ailleurs, ça sert à quoi un chef, en fait? Bah, historiquement, les chefs, ils servent à mettre sous pression les personnes pour faire remonter le taux de profit et pour les surveiller. C'est pas pour les rendre plus efficaces, les faire travailler mieux, non. C'est pour les rendre plus profitables. Donc, ça sert à ça un chef, et après coup, ça, c'est le talent de la classe bourgeoise pour toujours recoder les choses, pour toujours réenchanter le réel. Elle va devenir que non, la hiérarchie, c'est pas pareil. Un chef, c'est un manager. Il doit faire grandir ses équipes. C'est quelqu'un qui est dans la protection, qui est dans la valorisation, qui fait preuve de reconnaissance envers ses collaborateurs. Enfin, tu vois, j'emploie à dessein ces termes du jargon managérial parce que c'est des façons de réenchanter la réalité du travail. À l'heure actuelle, le travail sous le capitalisme, c'est un système violent. Voilà. Point. Ensuite, ça se passe plus ou moins bien selon les endroits. Mais c'est faux de dire que c'est autre chose qui se joue, quoi. Toutes ces grosses boîtes qui disent, nous, on a des valeurs. Bah non, les valeurs, c'est faire 15% de profit pour leurs actionnaires. C'est pas autre chose. Donc, tu vois, ça aussi, hein, la façon dont la bourgeoisie ment en permanence sur elle-même, ça se retrouve dans tout notre environnement social, quoi. Il y a toujours, en fait, on est entouré de mensonges, dont on sait qu'ils sont des mensonges d'ailleurs, mais c'est tellement omniprésent qu'on les interroge plus, tu vois. C'est incroyable. Merci pour cette conversation, mais tellement riche. Est-ce que je peux te permettre de poser 2 questions? Bah, vas-y, oui. 2 grosses questions. Si demain, tu avais l'occasion d'être dans le bureau du président ou de la présidente, voilà, que ce soit Macron ou quelqu'un d'autre, j'en sais rien, bref, tu es face à cette personne, et elle te dit, bon, Nicolas, écoute, je peux faire passer une mesure et tu vas me la donner. Une mesure, on s'en fout du président de quel bord il est, hein, c'est-à-dire que tu as l'occasion demain d'appliquer une mesure. Et vraiment celle qui est la plus importante pour éviter des catastrophes sans nom, celle qui te parvient, j'imagine déjà maintenant. Ce serait laquelle? Attends, c'est pas si simple, hein. C'est marrant parce que tu sais que j'ai déjà fait un rêve où je me retrouvais avec Macron, qui était en mode grosse victime, genre je sais pas quoi faire, les gens m'aiment pas. Et moi, ce rêve qu'il fait ça, Élysée. Bon. Ce rêve était super cathartique parce que moi, je me foutais trop de sa gueule. J'étais vraiment méchant avec lui, c'était trop bien. J'étais vraiment en mode, là, mais miskin, t'es vraiment, écoute, je vais t'aider, mais bon, franchement, tu fais pitié, quoi. J'aime bien ce rêve. Alors, qu'est-ce que, oui, en fait, si, il y a une mesure, hein. C'est l'expropriation de toute sa bourgeoisie, c'est-à-dire vraiment, exproprier, hein, c'est vraiment spolier l'ensemble des biens, qu'appartient à un groupe donné. Juste le retour des choses. Juste le retour des choses. Tu vois, c'est ce qui a fait avancer la société. La Révolution française, par exemple, a exproprié le clergé.
Et le clergé régnait sur la France et l'Europe pendant des siècles et des siècles, prélevait des taxes indues, dominait complètement les gens, s'enrichissaient sur leur dos. Et bien, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont repris leurs biens. Ils ont repris les biens de l'Église. Puis ils ont repris une partie des biens de la noblesse. Bon, ils sont pas allés assez loin, malheureusement, ils n'ont pas eu le temps. Bah là, c'est pareil, tu vois, la bourgeoisie, faut lui reprendre tous ses biens, tout son patrimoine. Et tout ça, faut le collectiviser, c'est-à-dire simplement le remettre sous contrôle de la population. Et là, qui va décider ce qu'on fait de tous ces capitaux? Qu'est-ce qu'on fait de toutes ces sociétés? Qu'est-ce qu'on fait de Total Energy, tu vois? Peut-être qu'on va en faire autre chose. Qu'est-ce qu'on fait de CMA-CGM, cette compagnie de transport maritime extrêmement polluante et qui organise la mondialisation? Pareil. En fait, c'est particulièrement stratégique de le faire en France parce que la France, du fait de son passé colonial, a en fait des entreprises qui dominent toute une partie du monde. Alors, on aura beau jeu de me dire ça suffit pas parce qu'il y a la Chine, il y a les États-Unis, etc. Oui, enfin bon, c'est un bon début quand même. Et puis c'est un signal envoyé aux autres peuples du monde. Tu vois, la Révolution française, ça a été ça. Ça a été quelque chose qui a eu une influence partout dans le monde parce que ça a montré que c'était possible à un moment donné. Bouche à oreille, ouais. Il y a eu un effet de bouche à oreille, tu vois, et ça a inspiré beaucoup de choses. Alors la Révolution française, c'est pas parfaite, ça a été bien montré, c'était des limites. D'ailleurs, la Révolution française, ça a été la prise de pouvoir politique de la bourgeoisie sur l'aristocratie. Donc, ils ont réussi à. Ils ont quand même réussi. Ils ont passé des lois, d'ailleurs très régressives. J'en parle, mais à la Révolution française, il y a aussi des lois très régressives sur le plan du droit du travail. Ça a été vraiment très pour le travail, la Révolution française, ça n'a pas été une bonne nouvelle, mais pour beaucoup d'autres choses, ça l'a été. Excuse-moi, mais je rebondis, ça me fait rigoler quand il y a eu les grosses manifestations des agriculteurs où la FNSEA et la Copa-Cogeca qui sont les moteurs en fait de cette agriculture intensive qui met autant les agriculteurs à terre, qui les force à employer des pesticides, des trucs et qui sont la problématique en fait et qui ont réussi à se faire passer pour les potes en mode non mais nous les agriculteurs on en peut plus, c'est pour ça qu'on est en colère. Mais tu dis mais le mensonge, le niveau de braquage des idées il va loin. Je veux dire c'est tu te dis c'est en train de partir en sucette, je vais me ranger de leur côté, je vais parler en leur nom, et t'as tous les autres les agriculteurs en mode ouais c'est vrai que on est d'accord avec lui, on n'est pas content et tout, en mode mais les gars vous faites braquer votre lutte en fait. C'est j'ai l'impression que c'est l'histoire là qui nous raconte. Mais dans le cas des agriculteurs c'est tragique parce que c'est des gens, ils se font aliénés par les gens qui sont censés les défendre et qui en fait les enfoncent quoi. Enfin la FNSEA par exemple, principaux syndicats professionnels des agriculteurs, est toujours dirigé par des gens qui sont des grands patrons de l'agroalimentaire, c'est-à-dire les mêmes qui pillent les agriculteurs. Ça résume tout, quoi. Donc oui, ça c'est des mises en scène. D'ailleurs, les manifs d'agriculteurs en France, c'est souvent des mises en scène en accord avec les préfectures et tout. C'est pour ça que les flics les laissent passer et tout. En fait, c'est une grosse mise en scène et comme ça, le gouvernement va pouvoir leur lâcher des dingueries tout en disant on pouvait pas, c'était la colère populaire. Non, c'était une mise en scène. Alors que ce qu'il faut, c'est transformer tout le modèle productiviste et respectueux des limites planétaires. L'expropriation, j'adore. C'est la première fois que j'entends parler de ça. Ça a l'air tellement gros, tellement immense qu'on se dit non. Et maintenant, je vais te poser une autre question. Qu'est-ce qui se passe si on ne change pas de système au niveau du travail, si on ne sort pas de ceci, si on continue avec ce mensonge de la méritocratie, du self-made man, tous ces mensonges de la bourgeoisie pour continuer pour conserver le statu quo? Qu'est-ce qui se passe si on ne fait rien et que la population tombe dans pas l'oblivion, c'est pas dire ça, mais dans la Netflixisation, dans les réseaux sociaux, dans juste le fait de, tu sais quoi, j'ai ma PlayStation, j'ai mon entertainment, mon divertissement, je me plonge là-dedans, et tant pis, qu'est-ce qui va se passer? Déjà, moi, les réseaux sociaux et le divertissement, c'est pas un truc qui m'inquiète. Je pense que je pense même le divertissement, tu vois, c'est des moments, justement, où tu t'abstrais de la réalité que tu subis. Donc moi, je suis hyper pour. Et c'est vraiment important parce que, tu vois, il y a un peu ce discours dominant. Ça aussi, ça contribue à nous inférioriser. C'est-à-dire, si on se sent mal, en plus, quand on est devant Netflix ou sur les réseaux sociaux, qu'est-ce qui nous reste, tu vois? Et moi, j'aime bien, il y a un historien de la Révolution française, Roger Chartier. Une de ses thèses, ça a été de dire ce qui a provoqué la Révolution française, c'est pas la diffusion de certains livres. Genre, c'est pas parce que les gens ont lu Voltaire ou Rousseau c'est la diffusion de la lecture. Et il disait notamment, au cours du XVIIIe siècle, c'est là que les gens se sont mis à lire des romans, des histoires, tu vois. Et jusqu'à présent, ils pouvaient pas le faire tout seuls dans leur coin. Quand il y avait des histoires, c'était tous ensemble, c'était collectif. Et là, individuellement, les gens se sont mis à lire chez eux des histoires qui n'étaient pas des grands romans, c'était pas la grande qualité, c'était pas des essais politiques ou philosophiques, non, c'était juste des histoires. Et en fait, ils ont lu ça et son hypothèse, c'est que ça crée du coup un rapport à soi-même qui
peut être un rapport à soi-même qui est j'ai droit d'exister en tant qu'individu. Et tu vois, la Révolution française, c'était ça. C'était face au clergé qui te met dans des structures, dans des carcans, dans des traditions. Bah, toi, tu décides d'exister en tant qu'individu. Et ça a été un énorme progrès pour l'émancipation humaine, tu vois. Et pour moi, c'est pour ça que je condamne pas du tout les divertissements, etc. Parce que quand on se divertit, c'est pas, tu vois, on a cette vision productiviste qu'à partir du moment où on se divertit, bah, on travaille pas ou on n'essaie pas de faire la révolution, donc c'est nul, tu vois. Non, moi, je pense qu'il faut se divertir, justement, pour pouvoir s'abstraire de la productivité capitaliste. Et puis, ouais, c'est des moments de réflexion indirecte sur soi-même, tu vois. Quand tu regardes une vidéo, tu te demandes toujours, et moi, j'aurais fait quoi, tu vois. Et ça, je trouve ça bien, tu vois. Donc moi, première chose. Pour moi, ce serait pas ça le truc le plus tragique. Le truc le plus tragique, c'est s'enfoncer dans quelque chose qui existe déjà, que moi je vois dans beaucoup d'entreprises où j'interviens pour des enquêtes ou des choses comme ça, quand j'aide les syndicats, etc. C'est par contre la résignation, le fatalisme et l'idée qu'on vaut pas mieux finalement. Tu vois, ils essaient de nous mettre cette idée-là dans la tête que finalement, il y a vraiment ce discours d'ailleurs, finalement la destruction de la planète et de l'humanité, est-ce que finalement c'est pas tout ce qu'on mérite, tu vois? Franchement, il y a des gens qui se le disent, hein, tu vois. Est-ce qu'on l'a pas bien cherché? Puis de toute façon, l'humain, c'est nul. Tu sais, les humains, ils sont décevants, tu vois. Pas plus tard qu'hier, j'ai vu ce type dans le métro, il m'a hurlé dessus. Bah voilà, franchement, est-ce qu'on mérite pas notre sort, tu vois? Ça, c'est un discours hyper tragique et que les dominants ont toujours tenu sur nous-mêmes, tu vois. Le christianisme au Moyen-Âge, c'était ça. C'était genre, de toute façon, vous avez péché, donc vous êtes quand même des merdes. Ne demandez pas trop à la vie. Franchement, ne demandez pas trop à la vie parce que vous valez pas mieux, quoi. Et ben c'est pareil, là c'est un peu, ne demandez pas trop à l'avenir, franchement, demandez pas trop à sauver votre planète, à pouvoir avoir un écosystème sauvage, que de toute façon, parce que de toute façon vous êtes là à consommer, à regarder Netflix, regardez, vous êtes des merdes sur votre canapé. Moi, tu vois, ce discours-là, ça me terrifie, tu vois. Ça me terrifie d'autant plus qu'il est tenu un peu par tout le monde. Vraiment, tu peux avoir des gens de gauche qui disent pareil, tu vois. Du coup, je me dis y a qui insuffle de l'estime de soi à la masse de la population? Pas grand monde en fait, hein. Parce que t'as les gens de gauche qui veulent faire la révolution et du coup ils disent vous êtes des merdes parce que vous faites pas la révolution. T'as les bourgeois qui évidemment disent vous êtes des merdes, vous travaillez jamais assez, nous on veut que vous travaillez jusqu'à la tombe. T'as les écolos qui disent vous êtes des merdes, vous continuez d'acheter des bouteilles en plastoc et vous coupez pas l'eau quand vous brossez les dents, vous êtes vraiment des merdes. De toute façon, si ça part en couille, ça sera de votre faute. Pardon, mais c'est ça. Donc en fait, à la fin, t'es juste pris dans des discours négatifs sur toi-même. Or moi, je pense que le changement social se fait par une confiance. Moi, j'appelle ça la confiance de classe, quoi. Tu vois. On dit il y a la conscience de classe, c'est se penser en tant que classe, puis la confiance de classe, c'est se dire ça vaut le coup en tant que classe dominée qu'on se batte pour ne plus l'être, tu vois. Et c'est pareil le discours décolonial, c'est ça aussi, c'est un discours de fierté, tu vois. C'est comment on arrête d'être uniquement perçu d'en haut et comment on arrête de se percevoir nous-mêmes comme des gens incapables de faire autre chose que de subir, tu vois. Voilà, moi c'est ça mon obsession. De l'empowerment, quel terme on peut utiliser en français? Je sais jamais comment. Ouais, tu vois, il y a encapacitation. Et quand ils disent encapacitation, c'est pas terrible. Ouais, empowerment. Ouais, prise de pouvoir ou en tout cas croyance en sa propre force, tu vois. Nicolas, merci. Bah merci à toi, Vince. C'était très très lourd. J'espère que de votre côté vous avez kiffé ça. Alors c'est accessoire, hein, on n'est pas là pour inviter les gens pour vous dire d'acheter le livre, mais si vous voulez améliorer encore plus vos connaissances à ce sujet-là. Vous ne détestez pas le lundi, vous détestez la domination au travail et puis Parasite aussi. Allez les checker. De toute façon, je vous mets les liens en description. Tu préfères qu'il le chope où? À la maison d'édition, à la Fnac ou sur Amazon? Bezos. Évidemment, il faut le choper dans des petites librairies indépendantes, voilà, qui peuvent se rémunérer grâce à ces achats. Les librairies indépendantes, c'est vrai que c'est important en ce moment parce que tout le monde de l'édition en France, il est en train d'être acheté par des milliardaires qui veulent faire en sorte que des bouquins comme ça ne sortent plus. Exactement. Donc en fait, c'est bien d'avoir des canaux indépendants parce que c'est ça qui permet que des bouquins soient lus, parce que sinon concrètement, il y aura plus de canaux de diffusion, quoi. On vous explique toute la méthode qui est utilisée, tout le mécanisme qui vient d'être raconté par Nicolas dans une vidéo dont on vous mettra aussi le lien en description qui s'affiche ici au-dessus sur l'Empire de Bolloré. C'est effrayant. Heureusement, on peut critiquer Bruxelles, la Commission européenne, le Parlement beaucoup, mais c'est eux qui ont empêché qu'il ait le monopole, puisqu'ils l'ont contraint à revendre Editis au moment où il a acheté Hachette, parce que le mec allait contrôler toute l'édition. Et quand tu contrôles toute l'édition, tu contrôles les livres et les manuels scolaires. Eh oui. C'est pas pour rien.
C'était incroyable. Est-ce que tu as un dernier petit mot à ajouter aux personnes avant qu'on se quitte? Franchement, non, croyez en vous. Moi, en fait, croyez en vous quand tu dis comme ça, t'as l'impression d'être dans un séminaire de management. Grave, ouais. Donc, mais parce que ça veut dire que les bourgeois, ils récupèrent tout ce qui est bien, tu vois, pour en faire un truc nul. Mais moi, le truc de croire en soi, et croire en soi en tant que collectif, je pense que c'est extrêmement important et qu'on a intérêt, nous autres, qui voulons changement social, à le dire aussi, tu vois. Il n'y a pas de raison que ce soit que des coachs en management qui disent ça, parce que eux, ils disent pas croyez en vous, en fait. Hein. Ils disent croyez en votre potentialité à vous soumettre au patronat. Et nous, c'est pas ce qu'on dit. Merci Nicolas. Merci à toi, Vince. Likez, commentez, abonnez-vous. Et si jamais vous avez appris des choses dans cette conversation, n'hésitez pas, il y a toujours les dons qui sont possibles. Les liens sont en description, Tipeee, PayPal.me. N'imaginez pas combien ça nous aide. Merci à l'Académie du Climat qui nous accueille. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo sur les mythes. Quelle est ta définition du réel ?